Jusqu'à 18h, Jordan Sport sur Jordan FM. Et nous sommes de retour en direct et en Facebook Live avec Alexandre Fauché, Jean-Marc Cotier de l'Union du Cantal. On va parler d'athlée avec toi notamment, Jean-Marc, puisque c'est toi qui l'as rencontré, Marie-Amélie Le Fur. Elle était présente à Aurillac il y a une quinzaine de jours. Tu as d'ailleurs sorti un très joli portrait dans l'Union du Cantal. C'est vrai. Merci. Très bel article. Voilà. Dans l'Union du Cantal à retrouver, bien sûr. Tu peux nous la présenter en quelques mots, Marie-Amélie? Elle est triple championne paralympique. Elle est actuellement présidente du comité national olympique et sportif français. Il faut que je fasse attention. Disputé hier soir avec je me suis disputé avec Sophie, donc voilà. Et puis c'est elle qui va avoir en charge des JO l'année prochaine pour les Paralympiques. Elle a arrêté sa carrière à Tokyo en 2021. Voilà, elle a je crois 9 médailles en tout olympiques. Elle a 3 titres. Elle est et puis c'est surtout le personnage est fabuleux parce que cette petite bonne femme à qui il est arrivé beaucoup de catastrophes. En fait, accident à 15 ans. 16 ans, accident de scooter en allant à l'entraînement d'athlétisme. Elle se fait renverser. Malheureusement, on lui annonce qu'elle perd sa jambe et voilà. Et 4 mois après, elle refait de l'athlétisme. Donc, avec une prothèse, pardon. Et voilà, elle se met là-dedans, puis elle se met à fond là-dedans. Et en fait, il faut l'écouter parce que là, on se dit voilà, tous nos petits soucis qu'on a nous au quotidien, un truc et tout, non, on a juste à la fermer et puis à se dire que voilà, c'est bien plus compliqué pour d'autres qui ne se plaignent absolument pas. Et elle se plaint jamais. Elle se plaint jamais parce qu'elle a vécu d'autres catastrophes après plus tard et elle s'en est toujours relevée. On va l'écouter dans un instant. En tout cas, c'est une femme de caractère. Là aussi, c'est une grosse preuve de caractère aussi quand même, parce que déjà d'un mauvais caractère, vous voulez dire? Non. Ça démarrait bien cette interview, Jean-Marc. C'est bien parce qu'en plus elle a de l'humour, donc elle me reprend de voler pour le coup. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère malgré tout. Allez, on l'écoute vraiment cette fois-ci. Elle a démarré ça en 2012. Elle nous en parle. J'ai commencé en fait mon engagement militant en 2012 par des conférences, des temps d'échange en milieu scolaire, parce qu'il me semblait vraiment important au travers de mon parcours de pouvoir aller rencontrer les jeunes, leur parler de mon parcours de vie, du handicap, du sport quand on est en situation de handicap pour faire changer un peu durablement le regard. Donc là, l'idée, voilà, c'est de pouvoir continuer. Donc je le fais un petit peu moins parce que j'ai moins de temps, mais c'est important parce qu'en fait, généralement, dans ces conférences, on va rencontrer des personnes qui ont sans capacité d'agir, que ce soit des acteurs du mouvement sportif, des bénévoles, que ce soit des élus des collectivités, que ce soit des membres d'associations. Chacun, en fait, a une responsabilité si on veut changer durablement la donne pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et hier, moi, j'ai trouvé le débat très intéressant parce qu'en fait, on est parti de mon petit parcours de vie et derrière on a eu un véritable débat de société autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc c'était un débat de fond. Petit parcours de vie, c'est un peu modeste quand même. Ouais, après c'est jamais facile de passer parler de soi, mais voilà, c'était la demande de... 2012 en plus, donc ça correspond avec les JO de Londres, c'est un lien pour Oui, c'est un lien. Okay. En fait, c'est vraiment ce premier titre paralympique où derrière on se dit ouais, chouette, c'est merveilleux d'être championne paralympique, mais après c'est et alors en fait, et comment on endosse avec ce titre paralympique finalement un rôle social et sociétal. Et moi, la chance que j'avais, c'est surtout que j'arrivais à un moment où le mouvement paralympique montait, où on avait besoin de figures féminines, où j'avais un handicap qui était porteur, et on m'a donné un porte-voix en fait. On m'a donné la capacité de m'exprimer pour toutes les personnes en situation de handicap, et j'ai vraiment essayé de saisir cette occasion-là, voilà, pour défendre une cause, parce que je suis aussi très consciente que mon parcours de vie, la façon dont j'ai repris le sport et toute la facilité en fait qui m'a été donnée par les personnes qui m'ont entourée, c'est pas ce que vivent les autres personnes en situation de handicap. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est de le dénoncer et de pouvoir agir collectivement sur les freins. Alors, on vous avait prévenu, interview extrêmement intéressante de Marie-Amélie qui parle vraiment très bien. On l'écouterait parler pendant des heures. L'interview d'ailleurs durait un certain temps avec toi, Jean-Marc. Alex, une réaction, toi qui connaissais pas, qui avait pas écouté cette interview. J'avais pas écouté cette interview, mais j'avais eu beaucoup de retours de la conférence la veille, et on m'a dit qu'elle avait été extraordinaire dans l'échange, dans relativiser son histoire, alors que c'est quand même une histoire fabuleuse. Et moi en fait j'ai qu'un regret, c'est de pas y avoir envoyé tous mes jeunes de l'école qui se plaignent pour un demi-ongle incarné, qui se plaignent pour rien. Et en fait cette dame elle s'est relevée handicapée, en situation de handicap, elle a réussi à surmonter tous les obstacles. Et en fait ce qu'elle a dit à la conférence le vendredi, elle avait 2 options. Soit elle s'écroulait en amenant toute sa famille avec elle,
soit elle se relevait, elle se battait, et elle allait chercher, elle reprenait sa vie de sportive. Ce qu'il y a d'hyper intéressant dans elle le dit juste après là, quand Guillaume a coupé, c'est que quand elle part de son entourage qui l'a soutenue et qui l'a portée, ses parents ont été formidables parce que ses parents à aucun moment lui ont mis un frein dans ce qu'elle avait elle envie de faire. Quand elle leur a dit je me relève au bout de 4 mois et maintenant je repars faire de l'athlétisme, voilà, le seul truc qu'il y a eu, c'est que elle a pas pu reprendre tout de suite avec on va dire les valides, avec les normaux. Donc voilà, ça a été sa plus grande frustration, je crois, de pas pouvoir. Il fallait qu'elle change de structure parce que c'était pas adapté de la même manière. Et on a eu l'occasion de discuter par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est que c'est une introduction en fait elle, ce qu'elle aimerait, c'est que dans les clubs, quelles que soient les disciplines, quelles que soient il y ait que la personne handicapée fasse son entraînement avec une personne valide. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de formation. On va écouter un petit son à ce propos. Alex, tu beaucoup voulais rajouter? d'adaptation parce que moi j'ai une amie qui a été médaillée aussi aux Jeux Olympiques en natation paralympique et qui aujourd'hui va avoir sa qualif pour Paris 2024 en triathlon. Et en fait, ces personnes en situation de handicap, elles sont livrées à elles-mêmes, quoi. Elle paye son vélo, elle paye ses déplacements en Espagne, au Japon, dans tous les pays du monde pour aller gagner sa qualification. Et le pire, c'est qu'elle paye même sa combinaison équipe de France. Donc en fait, c'est des gens qui sont beaucoup plus valeureux parce qu'ils sont ils battent tous les obstacles. Oui, c'est vrai qu'on veut les mettre en valeur, mais en même temps, on met pas les moyens financiers à côté qu'il faut. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'elle essaye de faire évoluer, de vouloir faire bouger. Et donc, quoi de mieux qu'une année paralympique ou olympique justement pour porter cette voie-là, quoi. Alors justement, le besoin de formation, on va l'écouter parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Voici Marie-Amélie Le Fur. Ouais, il y a vraiment encore besoin effectivement de formation, notamment sur les coachs de haut niveau, pour vraiment appréhender voilà cette singularité du geste. Et là, on se rend compte aussi qu'on aurait besoin d'avoir un peu plus de recherche. Il y a assez peu de recherches qui sont menées actuellement en France sur le côté physiologique, anatomique du parasportif. Et plus on aura ces données scientifiques, plus on pourra aussi guider la communauté des entraîneurs à faire les bons choix et à inculquer les bonnes méthodes. Donc justement, à un an des JO, c'est important justement de véhiculer et d'approfondir encore ce message par rapport à ouais, à en fait, c'est important qu'on en prenne conscience pour agir dans la durée. Donc il y a déjà beaucoup d'évolutions qui ont été faites depuis les précédents Jeux, grâce au fait que nous avons l'année prochaine les Jeux en France. Il y a eu beaucoup plus de moyens qui ont été investis sur la préparation paralympique, pour les fédérations, pour les athlètes, de la recherche aussi qui a été menée. Maintenant, on est au commencement d'une nouvelle histoire, et que cette histoire, il faut qu'elle se perdure. Et cette attention toute particulière qu'on a mise sur le mouvement paralympique et sur les parasports, il faut vraiment que ça continue derrière Paris 2024, parce qu'on a besoin d'améliorer l'accompagnement de l'élite, mais on a besoin aussi de développer le sport de masse des personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça vient compléter un petit peu ce qu'on était en train de dire avant, Alex. Pour info, l'année dernière, on a vu à Vichy, c'était 1200 sportifs venus du monde entier. C'était des déficients, c'est du sport adapté, c'était des déficients, surtout des déficients intellectuels. Et ça avait été mis en relation avec tous les scolaires qui avaient été, c'est le mouvement sportif olympique français paralympique qui avait financé tous les transports pour les scolaires, pour les sensibiliser. Et ça avait été une fête énorme. Je vous dis, il y avait plus de 1200 sportifs et ça avait été une sensibilisation. Et on a des élèves qui en sont revenus quand même touchés de cet événement-là. Comme tous celles et ceux qui ont dû participer exactement, au débat. Ce qui était le cas, puisque c'est donc à la base c'est Pierre Chanal, que je tiens à saluer, qui a fait venir Marie-Amélie Le Fur et qui s'est mis en relation avec le CDOS qui a organisé la conférence du vendredi soir. Et le lendemain, en discutant un petit peu avec tout le monde, le CDOS, je crois, a contacté Aurillac Athlétisme pour qu'elle vienne assister à la séance. Et donc moi, mon interview se passe au moment justement de la séance qu'elle animait au niveau des jeunes licenciés d'Aurillac Athlétisme. Et elle portait un regard bienveillant effectivement sur tous les enfants, en leur donnant quelques conseils. Et les enfants ça mouftait pas, ça parlait pas, et comme l'a souligné Alex tout à l'heure, et qui disait ouais, nous on n'a absolument pas le droit de se plaindre, quoi. Donc voilà, je voulais qu'on en parle de cette petite bonne femme qui est hors norme et qui est une athlète hors pair, parce que avant son accident en minime, elle faisait quand même le 1000 mètres, ça va parler à Alex, en 2,54. Et ouais. Donc oui, voilà. Oui, 2,54. Ok.
Et bon, pour en terminer avec l'athlé, s'il y a d'ailleurs des membres du club d'Aurillac Athlé qui veulent participer à l'émission pour nous dire comment ça se passe au club, ils sont les bienvenus aussi. Ouais, mais je vais les faire venir, t'inquiète. Tu les fais venir? Ouais, y a pas de Ça serait souci. sympa quand même. D'autant qu'il va y avoir un événement important pour l'année prochaine, mais on en reparlera parce qu'ils sont en train de le peaufiner, donc notamment sur Aurillac. Et si Madame Le Fur veut revenir, on l'accueillera avec plaisir. Bien sûr. Et nous, on va accueillir Laurent Vinadel pour parler du handball club des Volcans. Ce sera dans la dernière partie de cette émission. On se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite.